Bonjour à toi, Artimilan. Bonjour, un grand bonjour. Salut Pierre. Et un grand merci d'être là aujourd'hui avec moi parce que j'ai souhaité avoir une discussion avec toi aujourd'hui sur un sujet qui me semble fondamental. Et je vais d'abord t'expliquer en fait la raison qui m'a amené à vouloir traiter de ce sujet pour avoir un petit peu le fond. Donc, comme tu le sais, l'année dernière, on a déjà eu un entretien tous les deux, parce que j'ouvrais une académie, donc homéorésie et principes du vivant. Et dans le cadre de cette académie, la formation était fondée sur des principes qui répondaient, à mon sens, à des besoins particuliers du rapport que l'on entretient envers le savoir. Et donc, effectivement, dans la façon d'amener le savoir, dans la façon de transmettre les choses, et notamment le fait que l'année dernière, c'était exclusivement en présentiel, ça répondait justement à des aspects lacunaires qui me semblaient flagrants par rapport à la façon qu'avaient les gens d'interagir avec le savoir. Et cette année, pour répondre à des difficultés que pouvaient avoir des gens, effectivement, de se déplacer et d'être sur place, on a essayé de réfléchir à un modèle qui pouvait maintenir quand même ce principe-là, tout en rendant accessible tout ce que nous avons mis en place en fait au sein de l'académie. Et donc cette année, on a lancé ce que nous avons fait l'année dernière avec une première promotion en accès en non présentiel, c'est-à-dire en ligne. Tu t'es adapté au marché. On s'est adapté au marché exactement, Et ça mais va pas. surtout, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que ça m'a amené à réfléchir. C'est-à-dire que je me suis pas simplement dit, ok, le marché est comme ça, moi il me convient pas, je le rejette. J'ai essayé de comprendre en fait ce qui se passait derrière, et il est vrai que les arguments qui m'ont été donnés, par exemple des gens qui étaient à l'étranger, des gens qui étaient très éloignés ou qui avaient des vies avec des horaires très très compliqués, c'est très difficile effectivement de se prendre comme nous l'avons fait l'année dernière, 3 semaines complètes, hein, c'est-à-dire. Donc c'était très très dense et c'est impossible. Voilà. C'est très difficile. Donc ceux qui ont eu la chance de le faire, mais c'était super, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et donc, en décidant de le rendre accessible donc au plus grand nombre, en le mettant en ligne pour que chacun puisse le suivre depuis chez lui et en étant à son rythme, se posait quand même le problème de savoir comment est-ce qu'on garde l'intégrité de ce que nous souhaitions faire tout en le mettant en ligne. Et là est apparu en fait l'une des grandes problématiques qui m'a amené en fait à faire ce travail-là, qui est que la plupart des gens aujourd'hui, enfin de ce que nous avons constaté, c'est que beaucoup de gens font des formations pour essayer non pas d'ouvrir des perspectives, mais d'essayer de combler des espaces lacunaires qui jouent sur la confiance qu'ils peuvent avoir en eux au quotidien. Et donc, ce que vont rechercher les gens dans les formations en général, et surtout en ligne, ce sont des compétences. C'est-à-dire, on va chercher à être performant, on va chercher à s'assurer qu'on a bien compris certaines choses pour pouvoir être performant après dans le quotidien, mais dans des catégories très très particulières. Et ça amène un symptôme qui est l'accumulation de formation, l'accumulation d'apprentissage. Et donc, l'une des grandes conséquences, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, qui est un symptôme extrêmement contemporain, je trouve, et dont j'aimerais que l'on discute, toi et moi, par rapport à nos différents parcours et à notre différente sensibilité par rapport à notre vécu, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ça. Que signifie en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit ce syndrome apparaître de façon de plus en plus présente, et comment est-ce qu'on pourrait essayer d'obtenir des clés pour le contourner et éviter de se retrouver un petit peu comme le hamster qui tourne dans sa roue et de répéter systématiquement des problématiques qui finalement ne font qu'entretenir le problème. C'est-à-dire qu'en se formant de plus en plus, on pense résoudre un problème, alors qu'en fait, on ne fait que nourrir encore plus ce syndrome, parce qu'en accumulant du savoir et non pas de la connaissance, donc on y reviendra, mais en fait, on ne fait qu'accumuler ce sentiment de vertige face à une grande quantité d'informations, mais dont on ne sait pas quoi faire. Et parfois, on ne sait pas tout non plus. Ouais, ok. Ça me parle. Ça me parle.
Voilà. Donc, je vais d'abord te laisser me dire un petit peu comment est-ce que toi tu perçois ce syndrome. Et je tiens juste à préciser que cette idée m'est venue parce que il y a trois grands thèmes, qui sont revenus, qui sont ressortis par rapport à la formation de l'année dernière, dont le premier est le syndrome de Webmonster. Et les deux autres, donc je les traiterai un petit peu plus tard, vont, je pense, découler de la discussion que l'on va avoir aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est des discussions que je vais mettre en place, je pense, au courant du mois de février. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui que toi et moi, on arrive à décortiquer ce syndrome et essayer de voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre véritablement pour que, euh, pour que les gens qui nous écoutent puissent avoir non pas des réponses, encore une fois, mais des bras de levier importants de réflexion pour essayer peut-être de se décaler dans la perspective d'analyse pour essayer d'entrevoir les choses différemment. Euh, je commencerai par te dire ce que moi ça m'inspire et je Oui. te montrerai aussi un peu. Parce que j'ai posé la question à Timothée avec qui je travaille, avec qui je serai bientôt associé, je pense, Mhm. de savoir ce qu'il en pense, lui, de ce que ça traduit, le syndrome de l'imposteur. Et je te dirai un petit peu ce qu'il m'a Ouais. dit, je trouve ça très intéressant. Et Mhm. déjà, là, par rapport à ce que tu as dit, pour moi, il y a un truc évident, c'est que bon, quand tu parles de syndrome de l'imposteur, tu parles du coup des gens qui ont étudié avec toi, qui ont appris avec toi et qui ensuite voudraient retransmettre ce savoir, mais qui se sentent pas légitimes à le faire. Alors, quand j'entends mon syndrome de l'imposteur, j'entends globalement la tendance qu'il y a actuellement, que les gens ont de ressentir une espèce d'illégitimité dans l'acquisition de certains savoirs, Mhm. parce qu'ils n'arrivent pas à structurer en fait ce qu'ils apprennent, et donc ils ont l'impression d'être incapables de le retranscrire par la suite. Je te donne un exemple. Dans le domaine de la santé, beaucoup de gens se forment et donc vont rentrer dans des écoles ou vont faire des formations où ils vont accumuler une grande quantité d'informations et de savoirs liés à la santé, donc à la médecine. Mais une fois cumulé, une fois au bout, lorsqu'il faut passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire être capable de synthétiser tout ça, le retranscrire, l'assimiler correctement pour qu'il soit efficient, c'est-à-dire pour qu'on puisse l'utiliser pour être utile à une tierce personne, donc à un patient, à un sportif que l'on va suivre, ce genre de choses. Oui, Non, juste tu as dit efficient et non pas oui. efficace, c'est fait exprès, Non, on est d'accord. ah, c'est fait exprès. Ah, Ouais. c'est fait exprès. Ah oui. C'est fait exprès. Parce que justement, il y a aussi aujourd'hui un problème Ouais, d'efficacité qui est pour moi le prolongement de ce problème du syndrome de on l'imposteur. est d'accord. Voilà. Bah, du coup, je t'ai coupé, t'avais pas Oui, terminé. oui, donc, et ça, donc, les personnes, une fois qu'ils ont fait toute leur formation, eh bien, en fait, quand ils doivent passer de cette théorie qu'ils ont accumulée à la pratique, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils ont fait cette formation normalement au départ, eh bien, en fait, ils ont un peu le vertige, ils savent pas trop, ils savent plus trop ce qu'ils doivent faire, comment, pourquoi, ils se sentent perdus et Mm. donc ils ont l'impression de ne pas avoir compris et donc ils se sentent incompétents et donc ils se sentent illégitimes et Ok. donc se mettent dans la peau de l'imposteur. Euh, Moi, le premier truc qui me vient, c'est que les gens sont obsédés à l'idée de maîtriser un savoir qui soit exhaustif, qui couvre le territoire, puisqu'ils font toujours l'erreur qui consiste à confondre la carte et le territoire. Et souvent, ce qui les amène à vouloir apprendre, à apprendre toujours plus, à emmagasiner de l'information, c'est un vide intérieur et une peur de l'inconnu, une peur de ne pas contrôler, une peur de ne pas comprendre. Mais ce dont ils se rendent pas compte, enfin, l'angle mort qu'ils ont et dont ils se rendent pas compte, c'est que ils auront beau apprendre tout le savoir universitaire et toute la théorie qu'ils veulent. Bon, déjà, ça restera dans la tête. Après, il manquera le fait d'expérimenter, de vivre et d'incarner le savoir. Et tu peux pas transmettre un savoir si tu l'as uniquement, selon moi, tu peux pas transmettre un savoir si tu l'as uniquement intellectualisé. Il te manque une bonne partie de l'information. Et en plus, ce savoir-là, aussi bien amené puisse-t-il être, bah, il couvre pas l'entièreté du réel. Il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours des zones qu'on ne connaît pas. Et donc la personne qui veut se placer en position pas d'apprenant, mais du coup d'enseignant, si elle n'a pas intériorisé, si elle n'a pas accepté qu'il y aura toujours une part du réel qui va lui échapper et qu'on est juste là en train d'essayer de poser des modèles sur le réel pour modéliser le réel, mais qu'on n'est pas en train d'amener quelque chose d'exhaustif, quelque chose qui va permettre de tout comprendre, si elle veut pas accepter ça,
bah, elle se retrouve dans une impasse et elle n'arrive pas à l'enseigner à quelqu'un. Parce qu'elle se dit, je veux enseigner quelque chose de complet, quelque chose qui retranscrit le réel dans sa globalité, et je veux me convaincre par l'ego que j'en suis capable, sauf que non. Et donc pour moi, ça amène une paralysie et une incapacité à transmettre. J'ajouterais que c'est peut-être une bonne chose, dans ces cas-là, d'avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que ça veut dire qu'on n'est simplement pas en mesure de transmettre l'information correctement, puisque nous-mêmes, on n'a pas compris que cette information, ça n'est qu'un modèle qu'on pose sur le monde. Mm. Alors pour moi, là, il y a deux choses différentes, tu vois, et il y a quelque chose de fondamental que tu soulèves, c'est la notion d'humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est flagrant pour moi dans l'enseignement et dans la transmission, c'est le manque d'humilité. C'est-à-dire que la plupart des formations euh, se présentent comme euh, des formations qui ont tout compris. C'est-à-dire on a tout compris et on va vous le transmettre et donc vous allez tout comprendre. En Parce que gros, ça vend de dire ça. mais justement, et pour moi, l'imposture, en fait, elle commence là. Ah, bien sûr. Elle commence là. Parce que déjà, ça veut dire qu'il y a un manque de lucidité et de compréhension de ce qu'est le réel. C'est-à-dire qu'il y a une incomplétude permanente à l'accès du savoir par rapport au réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir, comme tu l'as résumé. Et donc, si déjà la personne au départ, elle n'est pas suffisamment honnête intellectuellement pour t'expliquer les aspects lacunaires de ce qu'elle veut te transmettre, mais c'est qu'elle n'en a pas pris conscience. Et donc là, on rentre dans quelque chose de très dangereux. Parce que du coup, les personnes qui viennent et qui veulent apprendre vont croire, et c'est normal, parce qu'on fait naturellement confiance. Mais quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose où il se présente comme ayant tout compris, en fait, on lui fait confiance. Sauf que le fait simplement qu'il ait dit qu'il a tout compris, nous montre qu'il n'a pas tout compris. Oui, mais ça, faut être capable de le voir. Et en fait, la personne qui te vend qu'il a tout compris, te vend son sentiment de toute C'est ça. puissance que depuis ton ego, tu vas pouvoir impacter le monde conformément à ce que tu veux, en fait. À ta Exactement. volonté, mais ça marche pas comme ça. Exactement. Et ça, c'est l'aspect, c'est l'approche qui est liée justement à cette approche réductionniste. C'est-à-dire que on pense avoir tout compris à partir du moment où on a saisi des éléments à partir d'un point de vue. Hmm. C'est-à-dire que on a un référentiel et on étudie le monde à partir de ce référentiel et on pense que tous les référentiels sont équivalents. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que, et ça en physique, nous on l'a vu déjà beaucoup quand je fais le cours sur la relativité. La Le, relativité, oui, et là. bien sûr, et c'est ce qui explique notamment, alors tu vois, là par exemple, je vais faire un parallèle très simple, c'est que ça explique pourquoi, tu vois, moi par exemple, ma formation, le premier cours que je fais dans la formation, le premier module, c'est relativité et physique quantique. Donc les gens, ils vont se Pose dire, les attends, bases. Exactement. Et les gens, ils vont se dire, mais attends, mais moi, je veux pas être physicien. Mais ce n'est pas du tout le propos. Et ce n'est pas un cours pour les physiciens et ce n'est pas un cours pour les mathématiciens. Il n'y a pas de formalisme. Mais cette physique, c'est-à-dire cette description du réel moderne, ça ne veut pas dire qu'elle détient la vérité, mais c'est la plus moderne, eh bien, en fait, elle détient les bases de ce que nous décrivons et de la façon dont nous décrivons le monde. Donc si on veut comprendre les règles du jeu de la façon dont nous décrivons le monde, il faut déjà comprendre sur quoi est fondée la relativité. Il faut Et comprendre quels sont les présupposés du discours. exactement, exactement, D'où tu pars en termes d'épistémologie. exactement. Et ça pour moi, c'est le garde-fou qui assure déjà, un, une éthique, qui assure, deux, l'honnêteté intellectuelle, et qui te permet, toi, de rester toujours dans une posture d'humilité parce que tu ne vas pas te positionner comme un sachant qui est censé avoir réponse à toutes les questions. Parce que tu proposes, ce que toi tu proposes, c'est une posture à partir d'un référentiel, c'est-à-dire celui que tu as étudié et celui que tu as exploré expérimentalement, mais qui n'est pas la description de la vérité de la réalité, mais celle d'une vérité et d'une réalité. Mais ça ne veut pas dire que, n'étant pas la réalité totale, elle n'a pas de valeur. Bien sûr. Ah oui, mais c'est là où on confond tout. C'est-à-dire que si on n'a pas aujourd'hui de théorie du tout, eh bien en fait, ça vaut rien. Et ça, c'est Mais, justement ne pas comprendre les supposés, les règles du jeu du monde dans lequel nous vivons. mais parce que aujourd'hui, par exemple,
les gens qui vénèrent la méthode scientifique et qui en ont Ouais. fait un dogme Mmh. partent du principe que cette carte couvre le territoire. Exactement. Et ils font la même erreur fondamentale que ce que tu décris là. Ouais. Ouais. Mais ça, en fait, accepter que ta carte de représentation du monde n'est pas complète, ça te force à te confronter au vide, à l'incertitude et au chaos. Et ça, c'est ce qui nous terrifie le plus. Ça génère un stress monstre. Et donc, on veut se raccrocher à quelque chose qu'on connaît. Ouais. Donc, faire le travail, se former sur toutes les thématiques liées à la santé, par exemple, on va prendre cet exemple, Ouais. pour être ensuite capable de retranscrire ce savoir, Mmh. ça demande déjà d'avoir fait un travail sur soi-même et de Mmh. l'avoir plus ou moins complété pour avoir déjà plus ou moins réglé son problème de peur de la mort, par exemple. Tu vois, moi, Absolument. par exemple, pendant longtemps, je l'ai senti, ce syndrome de l'imposteur, Ouais. parce que depuis mon ego, je voulais impacter le monde, je voulais conformer tout le monde à ma vision des choses, parce que je détenais la vérité Ouais. absolue, et Mmh. j'ai encore un petit peu ça aujourd'hui. Ouais. Le principal problème que je n'avais pas réglé, et que je n'ai pas encore totalement réglé, c'est que j'étais terrorisé par la mort. Mmh. Ouais. On Et part de ça, là, tu vois. et Ouais. ça, je suis mais entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est un sujet, moi, qui revient souvent. Bien sûr. Tu vois, la mort, mais pas la mort dans son sens morbide, dans son sens rattaché à la vie, c'est-à-dire la mort est ma raison de vivre. Mhm. Et quand je dis la mort est ma raison de vivre, la première chose que vont dire les gens, mais qu'est-ce qu'il a, ce gars-là, il est gothique, mais pas du tout en fait. C'est tout l'inverse. C'est uniquement accepter que la mort n'est pas ce qui vient après la vie. C'est que le fait d'être mortel, c'est ce qui me confère le fait d'être vivant. Et donc, si je n'étais pas mortel, si je n'avais pas cette chance de pouvoir danser avec la mort qui m'attend au bout, eh bien en fait, je n'aurais pas la chance d'être vivant. C'est la mort qui me permet d'être en vie. Oui, c'est comme si la lumière n'existait pas, tu pourrais pas décrire l'obscurité, quoi. Et d'ailleurs, voilà, c'est les fameuses approches qu'on a en physique où on a du mal à décrire certains aspects de la matière uniquement en le disant par la négation. C'est-à-dire que la Parce que lumière, voilà. on va le décrire comme une absence d'obscurité, enfin ce genre de choses. Mais là, c'est pareil. Là, c'est exactement pareil. Ouais. Je te lis quelque chose que m'a dit Timothée pour Ouais. répondre à cette question-là. Timothée me disait, l'humain se donne trop d'importance, résultat, il se sent illégitime. Mm. Pourquoi on se sent illégitime? Parce qu'on se donne trop d'importance. Parce que par ego, on se persuade que moi, Art Milan Majo, je suis capable de faire changer la trajectoire de vie de tous ces gens, d'impacter leur vie et de leur dire quoi faire, de leur dire où aller, de les sauver peut-être parfois, on a le syndrome du sauveur. Et donc j'ai énormément d'importance. Et donc je me mets une pression de dingue. Mais si j'accepte que en fait je n'ai pas tant d'importance que ça, et peut-être je vais pouvoir donner une petite étincelle ou quelque chose et amener un résultat, mais pas grand-chose, bah, tout de suite le syndrome de l'imposteur, il se Ouais. dégonfle, il se dégonfle quoi. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, moi, je me décalerai un tout petit peu parce que moi, je reste persuadé, notamment dans la transmission, que nous sommes tous extrêmement importants. Tu vois, par exemple, et Oui, je vais c'est t'expliquer sûr. pourquoi. Mais je vais t'expliquer pourquoi, parce que ce que tu dis est très juste, mais pour moi, il se trouve ailleurs. C'est-à-dire que là où il y a un problème, ce n'est pas dans l'idée que nous nous faisons de l'impact que nous pouvons avoir, parce que notre impact individuellement, il est gigantesque. Il est énorme. Et d'ailleurs, on le voit, moi, dans la formation, si tu veux, j'aborde notamment la cybernétique. Et au travers les mécanismes, ben oui, et au travers les mécanismes donc de rétroaction, que ce soit les feedbacks négatifs ou positifs, on voit comment un système ne peut plus être étudié de façon linéaire, donc causalité A et B, mais par des boucles de rétroaction. Et dans le cadre de ces boucles de rétroaction, qui sont complètement oubliées dans notre approche du vivant aujourd'hui, C'est complexe, complètement oubliées, c'est pas pardon, facile à vendre. C'est mais, tellement complexe et mais ça demande tellement de mouiller le maillot, ça demande tellement d'énergie à investir pour se exactement. former que c'est pas sexy. Exact. Et bien là, tu as résumé le travail exact, le travail que je fais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire redonner du sens, c'est-à-dire du vrai au vivant, parce qu'on a décidé, on a accepté à un certain moment de vulgariser, mais dans son sens péjoratif, le vivant, c'est-à-dire de le ramener à son plus bas niveau de compréhension, quitte à le dénaturer, c'est-à-dire à l'éloigner de ce qu'il est réellement, et donc de se priver de ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire complexe et subtil, parce qu'on considère que c'est trop difficile à aborder.
parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut... C'est pas qu'il faut travailler en fait, c'est qu'il faut s'investir intellectuellement et physiquement et spirituellement. C'est-à-dire Et qu'il il faut faut que se le mettre... cerveau Et oui, dépense de il l'énergie. faut s'activer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans une posture passive où on est devant Netflix ou devant un film où la personne qui est sachant, eh bien en fait, on est là, on ramasse tout et puis on s'en va et puis c'est fini. Non, on est dans une interaction et dans un rapport de transmission. Contrairement justement à l'enseignement, normalement, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un échange permanent entre celui qui transmet et celui qui reçoit. Par contre, dans l'enseignement, ce qu'on entend, c'est vraiment quelque chose de très linéaire, très vertical, où il y a un sachant et quelqu'un qui ne sait pas. Et donc, C'est ça va que marrant. dans un sens. Dans ta représentation, avec laquelle je suis totalement en accord de ce que devrait être la transmission, là on est encore sur une boucle de rétroaction. Exactement. Et dans la boucle de rétroaction elle-même, il y a des boucles de rétroaction. Et donc, la complexité devient extrêmement vertueuse, mais c'est surtout que elle ne rend pas les choses compliquées. Justement, elle nous montre la complexité et elle nous oblige en fait à revenir à l'humilité. La vertu de cette complexité et la vertu de ce cours, notamment sur la cybernétique que je donne dans le cours sur l'homéostasie, sa vertu, ce n'est pas de se dire « Ouh là là, c'est compliqué », c'est de se dire « Ouh là, en fait, le vivant est beaucoup plus complexe que ça, il sait beaucoup mieux que nous ce qu'il fait. » Je vais me détendre un petit peu, Exactement. je vais arrêter de vouloir tout Exactement. contrôler, je vais arrêter de vouloir être minutieux et de... Voilà, voilà. Je vais me calmer un petit peu. C'est-à-dire que moi, ce que je crois être dans le fonctionnement, ben en fait, je n'ai qu'une vue infime de ce qui se passe réellement. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on comprend, contrairement à maintenant, où on nous fait croire qu'on a tout compris, parce qu'on décortique les hormones, on décortique ceci, cela, donc on pense qu'on a tout compris de A à B. Mais on le voit bien, notamment dans le cours que j'ai fait justement, parce qu'après, une fois que j'ai fait la cybernétique, je l'applique à la physiologie. Donc je l'applique par exemple à tout le système nerveux et tout le système hormonal. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Contrairement au discours que l'on peut avoir aujourd'hui, où on comprend toute la cascade de réactions en chaîne des hormones et de la régulation entre le système nerveux et le système endocrinien, eh bien en fait, on se rend compte que, oula, avec toutes ces boucles de rétroaction, et c'est assez drôle d'ailleurs, hein, dans le cours, j'ai les schémas. J'ai les schémas, d'abord au départ, je présente les schémas du cours traditionnel, tu vois, ceux qu'on te présente, qui sont très linéaires, très simples, où il y a très peu de choses, mais simplifiées pour que les gens comprennent, à la réalité de ce que c'est lorsqu'on a vu la cybernétique. Et là, ça devient un feu d'artifice, il y en a partout. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? C'est pas pour se dire, oulala, en fait, on comprend rien. Non, c'est pour se dire que on comprend de plus en plus de choses, c'est que nous sommes capables de comprendre de moins en moins de choses dans la précision, mais elle se fait sans que nous ayons besoin de le comprendre. Et donc, à partir du moment où nous sommes obligés d'être humbles par rapport à ça, quelle est la conséquence la plus importante? Eh bien, tout simplement que si j'accepte que je suis capable d'accéder à très peu de la réalité, de la complexité du vivant, où va se jouer mon véritable rôle? Est-ce que c'est, comme je le croyais jusqu'à maintenant, dans le fait de contrôler ce qui se passe? Là, on vient de voir que non. Ou de jouer Ou est-ce que plutôt ça va se jouer justement dans le fait de réellement comprendre ce que signifie l'adage « d'abord ne pas nuire ». Ah, et oui, parce que ça c'est pareil, c'est un adage qui est dit comme ça, mais sans qu'on prenne la mesure de ce que ça signifie vraiment. Mais Lorsque... pour réfléchir, Et oui, la logique marchande a écarté la chose. exactement. Et d'abord ne pas nuire... Marchande, hein, je précise. Et d'abord ne pas nuire semble être quelque chose de très évident alors que ça ne l'est pas. Il n'y a rien de plus difficile que de ne pas nuire à un système complexe. D'abord ne pas nuire induit ne pas intervenir. Et en fait, comme tu ne pourras jamais maîtriser absolument tout et comprendre absolument tout, et que la nature est parfaitement imparfaite et qu'elle s'autorégule à la perfection depuis 4,5 milliards d'années de recherche et développement, qui es-tu pour te prendre pour Dieu et penser que tu vas intervenir et arriver à régler le problème? S'il y a un problème, est-ce qu'il y a un problème? Je suis même pas sûr en fait. C'est ça. Il y a souvent problème dans notre perception de choses. Bien sûr. Et c'est notre perception qui pose problème. C'est notre ego qui veut nous convaincre qu'on est capable de régler des problèmes parce qu'on est programmé, il est programmé pour nous aider à survivre. C'est ça. C'est ça. Et donc, il y a un décalage, à mon sens, là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour moi, nous sommes tous nous sommes tous une clé de voûte, c'est-à-dire que nous sommes tous le cœur, en fait, d'une
grande quantité de boucles de rétroaction par rapport à notre environnement. Donc en ce sens-là, notre existence et notre façon de vivre a un rôle très fort à jouer. Mais par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il y en a beaucoup moins que ce que nous pensons dans le fait d'imposer des idées préconçues sur la façon simpliste dont peut fonctionner la santé. D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir très peu d'influence sur la capacité d'une personne, par exemple, de se guérir. Moi, je l'observe, parce que depuis la dernière fois qu'on s'est eu, il y a pas mal de choses qui ont changé de mon côté. À l'époque, je faisais Ouais. de la formation en ligne, tout comme toi. Mhm. J'ai Oui. arrêté de faire de la formation en ligne pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, je ne fais que de l'accompagnement sur 3 Mhm. mois Mhm. minimum. Et je Mhm. travaille avec Timothée, du coup. Ouais. Et on va dire que moi, j'essaye de faire un travail de surface, Ouais. de- d'aider les gens avec qui je travaille à être dans de bonnes conditions pour impulser un changement, par exemple Oui. en donnant au corps ce dont il a besoin. Ouais. Et lui va faire un travail de fond, un travail sur des fondations. Et en fait, ce travail-là va amener les gens. Pour moi, quand on a réussi à faire ce qu'on voulait faire avec eux, à l'arrivée, ils se prennent moins la tête, ils font moins de choses au quotidien, ils se mettent moins de pression, ils ont moins de charge mentale, ils ont moins d'habitude, ils ont moins de rigidité et de contrôle dans leur vie. C'est aujourd'hui, j'observe partout tout l'inverse, c'est: «Alors, il faut que tu fasses ça à telle heure, il faut que tu manges ça, il faut que tu fasses ça». C'est Ouais. à la limite, dans une petite période au début pour, mais même ça, c'est déjà Ouais. presque prétentieux, quoi. Ouais. Parce que tu donnes des repères. Mais le mot-clé là que tu as employé, c'est vraiment la rigidité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce syndrome de l'imposteur, il est présent chez beaucoup, beaucoup de gens, notamment par rapport au fait que l'on transmette, on enseigne, si tu veux, cette rigidité. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'il n'y a qu'une façon de faire et que nous n'avons pas, nous individuellement, notre sensibilité propre et donc nos subtilités à amener à tous ces mécanismes-là. Et donc, quelqu'un qui se retrouve de façon pratique, par exemple, qui fait une formation de santé et qui veut passer ensuite en cabinet, mais en fait, s'il croit, s'il est persuadé que s'il ne fait pas exactement comme on lui a appris, mais en fait, il ne vaut rien, là, il est sûr qu'il va tomber dans le syndrome de l'imposteur. Et là, on est dans une espèce de croyance dogmatique, qui ne passe pas la barrière du rationnel. Exactement, exactement. Et donc, on se retrouve dans un mécanisme où les gens ne se sont absolument pas appropriés les savoirs qu'on leur a transmis et qui en ont fait des dogmes, une espèce de prison qu'on construit au fur et à mesure des années d'apprentissage et qui nous enferme dans quelque chose qui, en fait, va nous terroriser, un peu comme une épée de Damoclès ensuite dans notre pratique quotidienne, parce que nous dit, attention, si c'est pas fait exactement comme vous me l'avez dit, c'est nul. C'est nul, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Alors que la validité et la positivité, si tu veux, du résultat, pour moi, il existe totalement en dehors de ce qu'on a appris en amont. Il n'existe que dans la relation entre nous-mêmes et la personne qu'on accompagne. Sachant ce que tu viens, enfin, vu ce que tu viens de dire là, je comprends mieux pourquoi tu étais si réticent à l'idée de digitaliser ton accompagnement et ton programme de formation. Et Ouais. de mon expérience aujourd'hui, tu vois, t'as d'un côté, à un extrême, les gens qui ne font que de la formation en présentiel. D'ailleurs, il faudra que je te présente quelqu'un qui fait Ouais. ça, vous entendrez bien. Ouais. À l'autre extrême, tu as des gens qui décident de tout digitaliser dans un souci de scalabilité, sauf que ça dégrade la relation, Mhm. ça dégrade la qualité de la formation, et C'est ça. ça vulgarise, et du coup, bah, ça C'est dégrade, ça. et il n'y a Ouais. rien qui en sort, Mhm. il n'y a pas de substance. Et moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de trouver une stratégie mixte. Mhm. C'est pas évident, dans la mesure où ce sera peut-être forcément moins qualitatif que du 100% présentiel, Mhm. mais comme tu l'as dit au début, ça permet d'ouvrir les portes à des gens qui n'auraient pas pu être là. C'est Ça ça. permet aussi de générer plus de revenus. Et ce revenu-là, c'est pas forcément pour moi, pour jouir pour moi tout seul. Ça Mhm. peut être Mhm. aussi pour réinvestir Mhm. ces revenus dans la formation, Mhm. Bien dans la sûr. location d'un lieu, etc. Donc Bien sûr. cette ressource Mhm. énergétique, argent, elle Ouais. est importante. Donc il Bien faut sûr. trouver un équilibre entre les deux. Mais c'est un challenge parce que effectivement, il faut trouver l'équilibre entre je dégrade la substance de l'apprentissage et je limite la portée de l'apprentissage. C'est Exactement.
C'est C'est exactement ça, et ça a été le dilemme, si tu veux, cette année dans ce qu'on a proposé, parce que du coup, il était hors de question, effectivement, comme tu l'as souligné, que ce soit 100% digital, que du digital. Là, si tu veux, on s'est mis d'accord pour le mettre en ligne pour que les gens puissent y accéder, mais par contre, on y accompagne, si tu veux, un suivi. C'est-à-dire qu'on décide de faire un suivi régulier où nous allons interagir par rapport à ça avec une approche très particulière, si tu veux, à l'académie. Par exemple, on organise, tu vois, quasiment une fois par mois, ce qu'on appelle la soirée des académiciens. C'est-à-dire, et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour moi. C'est, si tu veux, un ou deux académiciens qui ont donc suivi la formation, comme tous les autres, reprennent un ou deux chapitres du cours qu'on a étudié. Mais ils le reprennent à leur compte. C'est-à-dire qu'ils font une présentation à tout le reste de l'académie de ce truc-là, de ce qu'ils en ont compris, plus les recherches auxquelles ça les a amenés pour savoir ce que eux en ont compris. le meilleur moyen de vraiment Mais intégrer la connaissance. exactement. Donc, il y a cet accompagnement, si tu veux, dans cet aspect, même s'il est digital. Le fait d'accompagner ce travail-là pour être sûr que les gens L'objectif, c'est pas que les gens croient ce qu'on leur dit. L'objectif de ce qui a amené dans le travail-là, c'est de susciter de la réflexion, de remettre en question ce que l'on croit savoir pour essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Et donc, après, quand tu fais ça, il y a un vrai travail après. Tu peux pas juste te poser et faire ça. Il y a un vrai travail. Donc, on déconstruit toutes nos croyances, donc que ce soit en physique ou du coup après dans le vivant, donc en physiologie et tout ça. On reconstruit par rapport aux fondements des découvertes donc du XXe et du XXIe siècle. Qu'est-ce que ça nous dit? Et à partir de là, chacun repart avec ça, fait un travail de recherche. Ok, qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que je crois avoir compris? Où est-ce que ça peut nous mener? Tiens, j'ai lu un livre, là, je vais aller voir ce que ça donne. Et après, il vient, et devant le reste de l'académie, il nous fait cette présentation. Et là, moi... De sa substance. En l'agrémentant de sa substance. Exactement. Et là, nous, l'année dernière, donc on a déjà fait ça, si tu veux, c'est incroyable. Déjà, la qualité des présentations, c'était fou parce que les gens se sont vachement investis, on sentait que ça leur faisait du bien, ça leur faisait plaisir. Mais moi, le nombre de choses que j'ai apprises... Eh oui. Et là, la correction, elle est magnifique. Tu vois. Eh ben oui, parce que du coup, moi, après les cours qu'ils font, moi, je rebondis parce que du coup, ça me réveille aussi des choses et il m'amène à me poser des questions que je m'étais pas posées. Et donc, ça devient extrêmement vertueux parce que ça modifie aussi par la suite, après mes interventions suivantes, et ainsi de suite. Ouais, et puis tu sors d'une logique de... je suis le sachant, vous êtes les apprenants, et exactement. il n'y aura jamais de retour. Exactement. Et là... humilité. C'est ça. Mais c'est exactement ça, vraiment c'est l'humilité. Parce que moi, l'objectif au travers de ce travail et de tous les académiciens-là, ce n'est pas d'apprendre une vérité ou une croyance que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que j'ai compris quelque chose et donc il faut que je vais vous le transmettre pour que vous le compreniez. C'est pas du tout ça. C'est la capacité donc il y a vraiment une dimension épistémologique très très forte, c'est-à-dire remettre en question notre savoir, nos connaissances, comment on les a obtenues et comment on interagit avec, pour questionner notre façon de raisonner et de penser le monde. Parce que c'est lui finalement qui détermine nos actions au quotidien. Bien sûr. Tu vois, tu sais, l'adage de l'académie, c'est qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est le plus déterminant dans tout ce que tu décides au quotidien, c'est l'idée que tu te fais du monde dans lequel tu vis. Et cette idée, elle est alimentée, elle est agrémentée justement par les croyances que nous avons. Et donc il faut partir de ça. Enfin, le point de départ pour moi, c'est d'avoir conscience de ça, de cet adage. Oui, c'est ça. Et après, pourquoi pas d'aller fouiller un petit peu dans pourquoi est-ce que j'ai telle ou telle croyance. Qu'est-ce qui, dans mon éducation, dans mon héritage génétique, dans mon héritage épigénétique, toutes ces choses-là, qu'est-ce qui fait que j'ai telle ou telle croyance? Qu'est-ce qui relève de la croyance? Qu'est-ce qui relève de la raison? Qu'est-ce qui relève du fait? Et c'est ça qui est merveilleux, parce que justement, dans la soirée des académiciens dont je te parle, c'est ça qui revient. C'est-à-dire que chacun ayant approprié ce qu'il a compris du cours qu'on a fait, eh bien en fait, ils y mettent toute leur histoire, toute leur sensibilité là-dedans. Et donc, on a
Et d'ailleurs, les autres académiciens et moi-même qui découvrons le cours, ils disent mais c'est complètement fou, on dirait qu'on assiste à un autre cours. Mmh. Bah oui. Mais c'est génialissime. C'est génialissime parce que vraiment, on se rend compte du coup que cette vision unique, dogmatique des choses n'a plus de place en fait aujourd'hui. Les gens qui disent moi j'ai compris et lui il n'a pas compris, en fait, c'est dépassé ça. On peut plus accepter ça. On est dans quelque chose. Ben, Je sais pas si je dirais qu'on peut plus l'accepter. Moi, je dirais que il y aura toujours des gens pour être là-dedans, ouais. et que c'est très bien aussi, et que peut-être Mhm. qu'il en faut. Et que tu vois, d'ailleurs, on revient à cette histoire de contraste. Sans la lumière, on peut pas déceler l'obscurité. Ouais. Sans des gens qui abordent l'enseignement de manière dogmatique, est-ce qu'on pourrait déceler la richesse d'un enseignement non dogmatique? Je sais pas. Je sais pas si c'est nécessaire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. La question vaut la peine d'être posée. Mais par contre, je ne suis pas sûr que la réponse soit positive. Je suis pas sûr. En fait, moi, ce que j'entends là, c'est que l'enseignement dogmatique, c'est un enseignement qui est privé de sensibilité et d'empathie. Ouais, tout à fait. Et, et je pense qu'il faut être OK avec l'idée que, de mon point de vue, il faut être OK avec l'idée que dans le monde, il y a aussi, que ça a aussi sa place. Mhm. Après, est-ce que toi, tu veux l'incarner? Du coup, la réponse est non. Et c'est tout à Oui, ton honneur. Et moi non plus, je veux pas l'incarner. Mais par contre, tu vois, moi par exemple, j'attire l'attention d'une partie du public en utilisant ces codes-là. C'est pour rien que j'assume totalement l'image de gourou. Et après, derrière, j'essaie d'amener de la subtilité, de la sensibilité, de la nuance. Mais en fait, je joue avec ces codes. Et si je les renie complètement, bah, je réduis ma capacité à impacter avec mon message. ouais. C'est un choix, tu vois. Mhm. Je pense, toi, tu as plutôt fait, que je comprends. Mais du coup, moi, je pense que ça a sa place. Mais après, ça a sa place, mais ça a des limites. Et Ouais, si ça outrepasse les limites, là, ça devient problématique. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Mais tu vois, je l'avais prédit au départ, mais tu vois, là, tu viens de mettre les deux pieds dans le plat du sujet, en fait, du prochain sujet que je souhaite justement, pour lequel je souhaite avoir une discussion. C'est Ouais. justement sur le dogmatisme. C'est le deuxième sujet clé que je souhaite aborder pour que les gens comprennent un petit peu la philosophie derrière Ça cette sera académie et Ouais. derrière ce travail. C'est que, alors on va pas en parler maintenant, hein, mais c'est juste le fait de relever que aujourd'hui, ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a ça a sa place. De toute façon, tout a sa place. Tout a sa place. Le seul problème, à mon sens, c'est quand on n'a pas conscience des Oui. limites des outils que nous utilisons. C'est ça. C'est-à-dire que si le dogme pour toi c'est l'absolu et l'alpha et l'oméga de toute Mhm. chose, c'est un Mhm. problème. Si tu as Ouais, conscience que parfois tu utilises le dogme comme un outil pour arriver plus vite à un résultat ou pour faire passer un message ou c'est pour te ça. faire comprendre du plus grand nombre, c'est C'est ça. totalement différent. C'est le positionnement qui est différent. Et encore une fois, on en revient à ton adage. Ouais, c'est ça. On ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Et c'est tout à fait ça. Moi, je me souviens d'un prof à l'université qui me disait, qui nous avait dit en plein cours, hein, en plein cours, donc c'était en neurosciences. On parlait donc, on parlait bon, c'était en neurosciences et neurosciences psycho, et il nous expliquait donc tout un fondement théorique. Et il nous disait, je vous préviens, au bout d'une heure et demie, hein, au bout d'une heure et demie, je vous préviens, tout ce que je suis en train de vous dire là est faux. Ah, j'ai eu peur. Non, Ok. tout ce que je vous dis là est faux. Je vous préviens. Mais par contre, je suis obligé de vous le dire, de vous le transmettre, pour que vous compreniez C'est où génial. est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Là, ce jour-là, j'ai compris la structure de ma transmission. Tu veux dire la structure que devrait être celle de ta transmission? Enfin, Exactement. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, la façon dont sont hmm, structurés mes cours, et hmm. ça, tous les académiciens pourront te le dire, il y a vraiment une charte très particulière. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je ne dis pas simplement ce que je crois savoir, parce que c'est pas vraiment intéressant. Je reprends toujours historiquement l'évolution des idées, comment elles sont apparues, pourquoi elles sont apparues, et comment est-ce qu'elles se sont construites et déconstruites. Et surtout, pour quelles raisons. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a pensé ça,
qu'est-ce qui nous a amené à vouloir penser ça? Comment on a découvert que c'était vrai? Comment on a découvert que du coup, ensuite, ça avait des limites et on a découvert que c'était faux? Quels outils on a dû utiliser pour ça? Et ainsi de suite. Et donc, le cours, notamment sur l'homéostasie, et ça, c'est vraiment, les académiciens te le diront, c'est les montagnes russes. C'est-à-dire que je monte, les gens ils pensent comprendre un truc, ouais, trop bien. Et non, et en fait c'est faux. Et on redescend, c'est faux. Et on recomprend quelque chose d'autre, et on monte, génial, j'ai des tilts, je comprends tout. Et non, c'est faux aussi. Tu vois, on ne fait que ça. Et ça permet de créer une espèce de gymnastique par rapport à l'humilité qui retranscrit parfaitement l'histoire des sciences, parce que l'histoire des sciences est vraiment à une vertu qui est de nous montrer que l'histoire se répète. Et à partir du moment où l'histoire se répète, en fait, il faudrait être idiot pour passer à côté de ça, parce que si l'histoire se répète, ça veut dire que ce que nous vivons ici, nous aujourd'hui, les problématiques que nous rencontrons, elles ont probablement déjà été sous d'autres formes, parce que face à d'autres types de savoirs, mais elles ont déjà été vécues. Et donc, le fait d'étudier historiquement comment est-ce que notre problématique est arrivée, ça permet d'ouvrir, non pas d'obtenir des réponses, mais d'ouvrir des clés et des perspectives pour aborder de façon beaucoup plus sereine les problématiques liées au vivant. Bah, pour moi, le mot-clé, c'est qu'il faut pour aborder les problématiques liées au vivant, il faut de la sérénité. Et le grand problème aujourd'hui, pour moi, c'est que la plupart des gens qui s'intéressent à ces problématiques s'y intéressent parce qu'ils sont concernés. Et comme ils sont concernés, ils sont en situation de stress et ils sont pas sereins. Et donc, ils sont attirés par le narratif très lisse, très lisse qui est le dogme, parce qu'ils ont envie d'avoir une solution simple pour leurs problèmes compliqués. Exactement. Alors que les gens qui sont parfaitement sereins et qui vont très bien souvent parce qu'ils ont eu une enfance sécurisante sur tous les plans ou pour d'autres raisons, ils en ont rien à foutre. Ils n'ont pas de problème, donc ils s'y intéressent pas. Alors que ce serait plutôt eux qui seraient les plus en mesure d'appréhender sereinement les choses et donc d'intégrer vraiment la connaissance de manière subtile. Exactement. Ce paradoxe, il est insoluble et il me fait me réveiller en pleine nuit. Depuis des années. Mais c'est une réalité qui est très très forte et qui nous renvoie encore à notre sujet d'aujourd'hui, qui est ce syndrome de l'imposteur. Parce que aujourd'hui, si autant de gens s'intéressent à la santé et veulent même parfois se former, ce n'est pas uniquement parce que objectivement c'est quelque chose pour lequel ils ont découvert une attirance importante, c'est parce que ça répond à une problématique personnelle. Et à partir du moment où ça répond à une problématique personnelle, il y a une attente. Et à partir du moment où il y a une attente de résultat, il y a une pression. Et cette pression, elle va se traduire par une peur qui t'accompagne tout au long de la formation et encore plus après quand tu as fini ta formation, parce que quand tu as fini, tu es censé avoir tout compris et donc tu es censé avoir résolu tous tes problèmes. Parce que si tu n'as pas résolu tes problèmes à toi, dans quel sens tu peux être légitime pour essayer de résoudre ceux des autres? En fait, pour moi, c'est une erreur de penser qu'il faut avoir réglé tous ces problèmes pour aider quelqu'un à commencer à régler les mêmes problèmes. Au contraire, beaucoup de gens qui ont besoin d'être aidés seraient intimidés par quelqu'un qui serait en posture d'expert et qui saurait absolument tout. Ils ont plutôt envie de trouver quelqu'un qui a traversé les mêmes problèmes qu'eux et qui est juste quelques étapes plus loin dans le processus parce qu'ils vont pouvoir s'identifier à cette personne. Ouais. Mais quand on parle d'aider, c'est pareil. C'est-à-dire que, tu sais, tout à l'heure, je te disais que on a peu d'impact réel dans la guérison d'une personne quand on parle de la santé. Moi, c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire que notre impact ne se situe pas là. Nous, notre impact, il se situe dans la qualité des liens que l'on peut générer avec les gens, avec le vivant, et dans la qualité de cette relation, toutes les boucles de rétroaction qui se mettent en route vont ouvrir et fermer des portes qui vont permettre au système, au métasystème si tu veux, de générer un niveau de régulation dont il n'était pas forcément capable auparavant. C'est-à-dire, ça ouvre des possibilités, mais ça ne le fait pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le médecin qui soigne, ce n'est pas le naturopathe qui soigne. Il offre des conditions
par rapport aux situations qu'il propose, qui vont permettre un état, un référentiel particulier dans lequel les boucles de rétroaction vont être modifiées et qui vont pouvoir être du coup plus efficaces par rapport à la situation dans laquelle se trouve la personne. Mais c'est tout. C'est-à-dire que nous sommes, nous, des intermédiaires. On est des catalyseurs. On est des catalyseurs. Et donc pour ça, qu'est-ce que ça nous dit d'essentiel? C'est que nous n'agissons pas en disant la vérité, c'est-à-dire nous n'agissons pas en disant ce qu'il faut faire. D'accord? C'est-à-dire que si tu veux te soigner, tu dois faire ça. Nous agissons de façon efficace en stimulant les individus, c'est-à-dire en stimulant chez eux l'envie que eux-mêmes se mettent en mouvement. Du coup, là, j'aurais pu te dire de façon efficiente. Oui, eh bien oui. Mais là, l'efficience, si tu veux, au travers des boucles de rétroaction, on parle d'efficience. Alors qu'en santé aujourd'hui, quand on le travaille de façon linéaire, sans prendre en considération, dans le cadre notamment de l'homéostasie, de ce principe cybernétique, en fait, là, on parle d'efficacité. C'est-à-dire, est-ce que ce médicament est efficace ou pas? On a confondu l'humain avec un moteur à explosion, quoi. On s'est dit, ça fonctionne de la même façon. C'est ça. C'est exactement ça. Oui, on est vraiment dans des comparaisons qui nous semblent, là, quand on en parle, complètement folles, mais il faut s'en rendre compte. Et il est beaucoup plus vertueux, à mon sens, de stimuler quelqu'un, c'est-à-dire d'attiser sa curiosité et de soutenir son émerveillement. J'insiste, soutenir son émerveillement, qui bat quand même de l'aile aujourd'hui pour la plupart des gens. Voilà. Et pour moi, la clé de la santé, elle est là. Elle est dans ces deux termes dont je viens de te parler. Vraiment. Dans la qualité des liens que l'on va entretenir et dans notre capacité à émerveiller quelqu'un dans ses propres capacités. Parce qu'ensuite, c'est lui, en fonction, encore une fois, de comment il voit le monde, comment il le pense, en fait, qui va agir dans ce monde. Et donc, qui va permettre que certaines choses arrivent ou pas. Mais on ne peut pas, nous, de l'extérieur, de façon complètement linéaire, avec uniquement un référentiel, c'est-à-dire que ce soit le médicament, une plante, un seul élément, avoir un résultat final que l'on aurait préconstruit. Et qu'on peut prévoir. Et qu'on peut prévoir, évidemment, parce que c'est quand même le principe même de la science. Prévoir. Oui, non, mais clairement. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir vraiment sur le syndrome de l'imposteur, c'est que j'ai l'impression que il y a deux types de syndrome de l'imposteur. Il y en a un plus malsain que l'autre, de ce que je perçois. Oui. Pour moi, le syndrome de l'imposteur sain, c'est quand mentalement j'ai de la connaissance dans ma tête, j'ai intellectualisé de la connaissance qu'on m'a transmise de manière universitaire, par exemple, et j'ai envie de la retransmettre, mais dans mes tripes et dans mon cœur, instinctivement, je sens que c'est pas complet. Et donc, je sens que je suis pas légitime. Et je pense que dans ce cas-là, je ne le suis réellement pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est ça. Et donc, il faut que je muscle mon jeu. Je me détende un peu sur mes prétentions et sur ce que je pense pouvoir accomplir avec les gens. Ensuite, j'arrive au sweet spot, à la zone où, bon, là, je suis bien. Là, j'ai pas le syndrome de l'imposteur. Je me sens parfaitement capable de transmettre, d'apporter mon aide, etc. Et ensuite, on peut basculer dans ce que je trouve être le syndrome de l'imposteur malsain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je citais Timothée, du coup, qui me parlait de l'excès d'ego, où là, en fait, j'ai de la connaissance, ça, ok, mais par ego, je suis tellement persuadé que je vais pouvoir prévoir où est-ce que je vais emmener les gens et les changements que je vais provoquer chez eux, que du coup, je me mets une pression. Et du coup, si ça se passe pas comme je l'ai prévu, parce qu'en fait, la vie, c'est du mouvement et de l'imprévu, de l'incertitude, et ben là, j'ai le syndrome de l'imposteur. Genre, ok, mais normalement, je lui ai donné ça, donc ça aurait dû faire ça, et ça fait pas ça. Donc, je suis un imposteur. Et donc, ça me paralyse. Et là, on est vraiment dans un syndrome de l'imposteur très malsain. Tout à fait. Et moi, je vais... Et puis, Et moi, je vais te refaire la même chose, mais avec deux approches différentes, c'est-à-dire un syndrome de l'imposteur, je dirais effectivement, qui est sain, et un autre qui est beaucoup plus dangereux à mon sens. Donc le premier, comme tu l'as dit, pour moi, c'est ni plus ni moins que la personne qui, au fur et à mesure de l'apprentissage, se rend compte, ce qu'on disait au préalable, c'est-à-dire se rend compte du niveau d'humilité qu'implique
la véritable connaissance. C'est-à-dire que plus on rentre de façon véridique dans le savoir, plus on se confronte à la complexité. Et donc, il y a un moment, c'est tellement complexe pour nous que la nature, elle va plus loin que nous. Et donc, on s'est dit, bon, ben voilà, je dois rester humble, en fait, parce que moi, j'ai une limite, parce que je suis un être incarné. Ma façon de fonctionner, elle est limitée par l'efficacité et l'efficience de mes sens. Et donc, il y a un moment, ça s'arrête. Donc, je dois rester humble par rapport à ce que je crois savoir de ce monde, même si je peux savoir beaucoup de choses. Mais je pourrais toujours savoir que infiniment peu de choses par rapport à ce que la nature nous présente. Et donc, la posture de ce syndrome de l'imposteur sain dont on parle se situe dans la personne qui aura vécu ça et qui, du coup, aura cette espèce de garde-fou qui lui attribue cette humilité systématique en disant « Ok, effectivement, j'ai appris beaucoup de choses, mais surtout ce que j'ai appris, c'est que relativement, je sais peu de choses. Ça ne veut pas dire que ce que je sais, c'est peu, mais c'est relativement peu. J'en sais beaucoup plus peut-être que certaines personnes qui n'ont pas étudié les mêmes choses, mais par rapport au grand tout, je sais que très peu de choses. Donc, je dois pouvoir transmettre la grande quantité de choses que j'ai apprises, mais en restant humble, d'accord, et donc prudent par rapport à l'entièreté avec lequel interagissent mes croyances. Parce que je te renvoie aux boucles de rétroaction, parce que ma croyance, qui se défile là dans l'espace-temps, il interagit quand même dans cet espace-temps avec les boucles de rétroaction des autres éléments dont je n'ai pas encore conscience. Donc, je dois rester humble. Oui. Et pour moi, ça, c'est la dimension justement du syndrome de l'imposteur qui est sain. Il y a des choses que je ne perçois même pas, qui Exactement. actuellement interagissent avec des choses que je crois contrôler, C'est ça. je crois comprendre. Exactement. Alors, en fait, c'est en mouvance permanente. C'est ça. Et c'est exactement ça. Et ça, pour moi, c'est l'un des objectifs de cette académie, c'est-à-dire d'amener les gens dans cette dynamique-là, c'est-à-dire de prendre conscience de ce cheminement-là. Et ensuite, c'est le cheminement, si tu veux, qui pour moi assure le meilleur garde-fou pour pouvoir justement être éthique et pour pouvoir être ensuite honnête intellectuellement et de ne pas se cacher par la suite derrière des dogmes pour de mauvaises raisons qui sont très souvent de pas trop se remettre en question, de pas avoir trop peur. Et ensuite, parallèlement à ça, donc il y a effectivement l'aspect plus dangereux du syndrome de l'imposteur qui fait pour moi référence. Tu sais, moi dans mon cours, quand je reviens justement sur l'épistémologie et notamment sur l'information, j'explique la différence qu'il y a entre l'information, le savoir et la connaissance. Pour moi, ce sont trois choses qui sont différentes. L'information, si tu veux, c'est quelque chose qui est présent partout pour tout le monde, auquel tout le monde a accès en permanence, mais c'est quelque chose qui est déstructuré. D'accord? C'est là. On est dans un bain. Il y a un bain d'informations partout. Mais c'est quelque chose qui, vis-à-vis de nous, est complètement déstructuré et on ne peut rien en faire. Ouais. Le savoir, c'est l'étape au-dessus. C'est lorsque, de par notre interface et notre échange avec notre environnement, nous interagissons avec l'information qui nous entoure et on le structure, un peu comme des Legos. Tu vois, on le structure et un peu de structure et un peu d'ordre dans l'information. Exactement, on met de l'ordre et tiens, là, ça fait une forme. Tiens, et là, ça fait une forme. Et petit à petit, on fait une phrase, on fait un alphabet, on fait un livre. Et là, on obtient du savoir. C'est-à-dire qu'on a une approche théorique de ce à quoi correspond le monde dans lequel nous vivons. Et l'étape ultime, c'est la connaissance, qui n'est pas à confondre avec le savoir. C'est ça, parce que tout repose du problème de confondre connaissance et savoir. Exactement. Tu ne peux pas transmettre du savoir. Il faut que Exactement. C'est là où je veux en venir. La connaissance, c'est le savoir avec l'expérience personnelle. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Le savoir, c'est ce qu'il y a dans les livres, c'est ce qu'il y a dans les musées, c'est ce qu'il y a. Mais la connaissance, c'est ce que nous faisons, la façon dont nous interagissons avec ce savoir. Donc, la connaissance, c'est quelque chose d'individuel, et qui est toujours vrai. C'est-à-dire que ce que nous connaissons est toujours vrai parce que nous l'avons expérimenté. Par contre, la connaissance, elle, si tu veux,
c'est la mise en pratique de la théorie, c'est-à-dire du savoir. Donc, j'ai mon savoir, c'est-à-dire que j'ai rempli mes Legos, tu vois, j'ai structuré mon information, ok. Tiens, cette forme-là, elle me fait dire que, tu vois, j'ai construit un avion, par exemple. Ok, Elle me fait dire. elle me fait dire. Elle me fait dire, tiens, mais Elle me fait dire. c'est ça, j'ai un avion, donc cet avion, s'il a des ailes en moteur, ça voudrait dire qu'il doit pouvoir voler. Ok, eh bien je le mets en pratique. Et la connaissance, elle est là pour contraindre le niveau de véracité que l'on a induit dans la théorie du savoir. C'est-à-dire que le savoir, ce n'est la connaissance, elle est là pour contraindre l'aspect théorique que nous avons créé avec le savoir. Le savoir, ce n'est que de la théorie. C'est ce qu'on croit induire du savoir, de la structure de l'information. J'ai mon Lego, tac tac, ok. Je vois la forme, donc avec cette forme, je dois pouvoir. Ok, vérifions. Et on vérifie avec la connaissance. Et la connaissance, en expérimentant, elle va nous dire, ok, de ce que je croyais vrai, ça c'est vrai, mais ça c'est faux. Et ça c'est faux. Donc, notre connaissance, et c'est pour ça que l'expérimentation est aussi fondamentale, l'expérimentation vient contraindre le niveau de véracité de la théorie du savoir. Parce que le savoir, comme tu le sais, c'est quelque chose qui n'est jamais figé et qui évolue en fonction de l'histoire et de la science. C'est-à-dire que le savoir ne reste jamais figé. Et de l'information qui est disponible. Et de l'information qui est disponible. Et une fois qu'on a étudié ça, donc quand j'explique ça au sein de l'académie, on intègre dans le cadre de l'homéostasie la cybernétique, met des boucles de rétroaction entre la connaissance, le savoir et l'information, et là, tu te retrouves devant un feu d'artifice. Là, c'est... Voilà. Ça me parle. Voilà. Et donc là, si tu veux, pour moi, le syndrome de l'imposteur malsain, il se situe en fait dans ce palier entre le savoir et la connaissance. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont confondu savoir et connaissance, qui ont accumulé une grande quantité de savoir, par exemple livresque, hein, c'est-à-dire qu'ils ont bachoté par exemple beaucoup de cours, et une fois qu'ils arrivent à la pratique, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent par exemple devant un patient ou devant une personne à qui ils doivent en fait retransmettre un petit peu ce qu'ils ont appris, comme ils n'ont absolument rien, comme ils ne connaissent rien, ils n'ont que du savoir. Mais en fait, ils ne connaissent pas. Ils savent, mais ils ne connaissent pas. C'est exactement ça. Et donc, ces gens-là, ils se retrouvent sans pouvoir, sans être capables de transmettre quelque chose d'efficace. Ils se retrouvent bloqués dans leur savoir. Et donc, on fait appel à la mémoire. Oui. Alors que quand on dit je le sais, on n'a pas besoin. C'est ça. Exactement. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de là? Au lieu de se remettre en question sur cette problématique par rapport à la connaissance, eh bien, en fait, ils vont accumuler encore plus de savoir en allant faire une autre formation. Et donc, ils vont. Pardon? S'ils ont de l'éthique. Parce que celui qui est là et qui n'a pas d'éthique, il va Exactement. Dans le meilleur des cas, on va dire, mais par contre, le problème reste le même. C'est-à-dire qu'on ne fait que le déplacer parce qu'on n'a pas justement intégré cette dimension pratique, expérimentale, qui fait que nous sommes parce que nous expérimentons en tant qu'êtres vivants. C'est ça qui fait ce que nous sommes. Ce ne sont pas nos croyances. Nos croyances sont là pour nous donner des directions, pour nous dire, tiens, vous pouvez aller par là, vous pouvez aller par là. Mais ce sont des opportunités. Le savoir est une opportunité. Parce que pour acquérir la connaissance. Exactement. Et donc, si tu veux, tu te rappelles, donc on a information, savoir, connaissance. Autant, une fois que tu passes de l'information vers le savoir, ce trajet-là, il est acquis. Une fois que tu sais quelque chose, tu le sais. Celui-là est digitalisable. Il est digitalisable. Par contre, si ton savoir, tu ne le transformes pas en connaissance, la durée de vie de ton savoir est limitée. Quel est son horizon de temps selon toi? Eh bien ça dépend totalement de chacun. C'est-à-dire que si tu es face à un environnement qui entretient en tension, c'est-à-dire qui nourrit ce savoir, il est plus long. Par contre, si tu te retrouves dans un espace
totalement différent de ce que a fait émerger comme potentiel ton savoir, mais ça peut être quelques secondes. Donc, des gens qui se contentent du savoir et qui ne veulent pas mouiller le maillot suffisamment pour acquérir la connaissance Ouais. ont tout intérêt à tuer la vie et à évoluer à faire en sorte que le monde dans lequel ils évoluent soit figé, Exactement, pour se rassurer. pour se rassurer. Ça me fait penser au socialisme. Il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose de ça. Mais de comprendre. Quelque chose d'intéressant, c'est par exemple la théorie libérale. Oui. Et la théorie libérale ne peut fonctionner que dans un monde vivant et en mouvement. Mhm. Si on tue le monde, ça marche plus. Bref, là je pars Ouais. sur d'autres trucs, ça serait Ouais. le génie, mais ça m'ouvre plein de Ouais. portes que tu viens de dire. Mhm. Mais tu vois, par exemple, le fait de comprendre ce mécanisme, cette différence que je pose donc au tout début de la formation entre l'information, le savoir et la connaissance, détermine par la suite beaucoup de repères et les gens peuvent comprendre où ils se situent et pourquoi ils se situent dans cette situation. Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de mal alors qu'ils apprennent beaucoup de choses. Ils me disent, moi j'ai fait telle formation et j'ai l'impression d'être toujours au même point en fait. Eh bien en fait, en comprenant ça, tu vas te rendre compte qu'il suffit, il n'y a pas besoin, à partir du moment où on engrange de la quantité, c'est forcément au détriment de la qualité. Toujours. Donc ça veut dire que si on est obligé de compléter par de la quantité, c'est-à-dire d'en amener toujours plus, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose de lacunaire qu'on essaye de combler. Oui. Et donc, il faut s'arrêter. La plupart des gens Pardon? qui dans la quantité, au fond, savent très bien que leur contenu est creux. Oui, c'est ça. Et comme ils Exactement. savent que les gens vont se faire berner et que les gens vont associer le prix élevé, vont justifier Exactement. par la quantité, bah, ils se disent, ah, bah, de toute façon, ils y verront que du feu. Exactement. Là, on est dans l'aspect, du coup, extrêmement vicieux du marketing dans lequel on se retrouve aujourd'hui, où les gens te vendent, et surtout, non seulement ils te vendent des quantités, mais qui sont creuses, mais surtout, ils te vendent des choses qu'ils ne sont pas capables d'assumer. C'est-à-dire qu'ils te vendent, ils te font croire que tu vas obtenir les fameuses compétences dont on parlait au début. Mais les compétences, ce n'est pas la formation qui te les octroie. J'en sais rien si tu vas les acquérir. Exactement. Aussi de toi, tu fais partie du. Exactement. Et il faut être honnête par rapport à ça. Et pour moi, il est beaucoup plus important d'expliquer comment ça fonctionne, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire là, pour que les gens ensuite décident d'aller où ils veulent et de faire comme ils veulent, mais en ayant ces outils de compréhension, plutôt que de promettre des choses, parce que à ce moment-là, promettre des choses à des gens qui justement ne sont pas avertis de cet aspect-là, eh bien pour moi, il y a un abus de confiance et un abus de faiblesse. Il y a comme dirait mon ami Bhaskar de la chaîne Hypnomachie, qu'il faut absolument que je te présente, il y a prise de pouvoir sur autrui. Totalement. Et ça satisfait beaucoup l'ego. Il est là pour ça. Hein. Et puis là, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Après, c'est très difficile. On voit les gens qui sont rentrés là-dedans, ils ont beaucoup de mal à s'en sortir parce que c'est toujours plus après. C'est toujours plus. Sauf que malheureusement, ils emportent des gens avec eux. C'est beaucoup plus problématique parce que normalement, d'un point de vue éthique, c'est quand même la personne qui vend la formation qui est responsable. On est tous responsables. Mais d'un point de vue éthique, c'est quand même la personne qui s'engage à donner des choses aux gens qui est responsable. Il y a un phénomène autour de ça qui fait que c'est un truc qui se nourrit de lui-même. Imaginons un formateur en ligne qui a quand même une éthique solide. Ouais. Au début de son activité, il est en contact direct avec ses clients, donc en fait, il peut pas diluer la responsabilité. Enfin, la distance entre l'effet et la cause, la cause et la conséquence est très réduite. Donc, il voit tout de suite s'il fait des dégâts. Imaginons que il commence à gagner beaucoup d'argent et qu'il commence à y prendre goût et du coup, il veut gagner encore beaucoup plus d'argent. Du coup, il fait du scaling, il va scaler son activité, il va recruter des coachs, des machins, il va mettre de plus en plus de distance entre lui et les apprenants, entre lui et ses clients. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Il gagne plus d'argent et il y a plus de distance. Donc la responsabilité est diluée, il voit moins les conséquences de ce qu'il met en place et du coup, il est embarqué là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est malheureusement ce qu'on constate et alors par contre, quand je dis ça, je ne pointe pas du doigt, hein, je ne fais que constater pour déjà moi me préserver, mais aussi pour que les gens puissent se préserver de ça. Parce que effectivement, du coup, il y a une grande quantité de victimes potentielles par rapport à ce genre de choses, et surtout actuellement, parce qu'on est
vraiment dans une période où je trouve que c'est à outrance. Je trouve que c'est à outrance depuis 5-6 ans là. C'est excessif. Et donc, c'est important d'obtenir, c'est beaucoup plus important d'obtenir des clés, des outils de compréhension de comment fonctionne notre monde par rapport à ça, plutôt que de courir derrière l'espérance d'obtenir une compétence dans quelque chose de très, finalement très réducteur. Parce que tu te Très rappelles bien. de ce qu'on disait au début. La personne qui se présente à toi et qui te dit, moi, avec ma formation, mais en fait, tu vas être capable de faire ça. Tu vois? Mais en fait, à partir du moment où il compte, et les gens me demandent ça d'ailleurs, hein, quelle compétence est-ce que je vais avoir? Et en fait, à partir de là, tu réduis à quelque chose, du coup, mais presque de virtuel, parce que le monde n'existe que dans la complexité, il n'existe pas dans ce schéma réductionniste. Donc, tu l'extrais d'une certaine forme de réalité pour créer une compétence virtuelle pour pouvoir vendre en fait ta formation. Mais Oui. une compétence, par définition, elle est réduite, elle est réductionniste. Or, aujourd'hui, nous, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est le vivant, c'est quelque chose de dynamique. Il va falloir accepter d'embrasser les choses de façon différente et non pas avec des compétences qui seront forcément dans des cases et dans des situations très, très, très particulières. Mais, mais le vivant, ce ne sont que des situations particulières. Ce ne sont que ça. Donc, et oui, C'est que de la et oui, subjectivité. Il y a une bonne part de subjectivité. Et si tu veux euh, systémiser ton activité pour ne mettre que de l'objectivité, tu perds tellement d'informations. et oui, et oui, et oui, et oui. Et ça, tu vois, je trouve que c'est extrêmement riche et important que des gens qui s'intéressent par exemple, des gens qui veulent se former, se posent d'abord ces questions-là. Tout ce dont on est en train de parler là. Il faudrait en fait, pour moi, il faudrait qu'il y ait d'abord un espèce de cours ou quelque chose de réflexion sur ce genre de choses pour que les gens puissent déjà s'interroger sur le cadre dans lequel se situe leur rapport au savoir. Je suis d'accord avec toi. Et le truc, c'est que tu ne peux pas vendre ça. Et c'est pour ça que moi j'ai mis longtemps à l'accepter, mais aujourd'hui, j'accepte de vendre en disant aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Oui. Mhm. Et ensuite, une fois qu'ils sont là, je leur donne ce dont ils ont besoin. Et parfois, ça n'a rien à voir, c'est même Ouais, l'opposé total. ouais, ouais. Et avant, Et, je ne pouvais pas me résoudre à ça. Je disais ouais, aux gens ce qu'ils avaient besoin, dont ils avaient besoin. ouais, ouais, Sauf ouais, mais que, du coup, les gens, moi, ils... j'entends et j'apprécie fortement, tu vois, ta sincérité parce que moi, j'en suis encore là où tu en étais. Et d'ailleurs, tu vois, l'année dernière, c'était encore plus drastique. Tu as vu, hein, c'était que du présentiel parce que je voulais vraiment être dans l'idéal le plus proche de ce que je voulais proposer. Mais aujourd'hui encore, tu vois, même quand je parle de ma formation et tout ça, eh bien, en fait, ce n'est pas sexy, ce n'est pas vendeur. Parce que, comme je le dis souvent, malheureusement, moi, je ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais ouais, mais je sais que c'est triste parce que je pense, de par mon expérience, que le besoin est ailleurs, véritablement. Et c'était d'ailleurs la raison de la création de l'académie, parce que cette académie, elle n'est pas arrivée parce qu'il y avait une énième formation à proposer. Pas du tout, mais pas du tout. Elle répondait justement à un constat qui me semblait vraiment alarmant et qu'il fallait rediriger le tir pour proposer aux gens quelque chose qui me semble vraiment urgent d'obtenir pour que chacun puisse cheminer euh, comme il l'entend, mais surtout le plus loin possible, et qu'on s'enferme pas tous dans des églises ou dans des prisons uniquement pour relayer une idée à défendre. Je vais ajouter quelque chose. Mhm. Depuis mon approche du monde très darwinienne, Oui. C'est vrai, tu as une approche darwinienne. ça m'intéresse. Ça me rassure. D'accord. Parce que tu sais C'est- que, alors juste ça, tu sais que le darwinisme, justement, moi je l'aborde dans Tu le le, défends. ah ben oui, non mais alors c'est pas pour défoncer. J'explique comment il est arrivé, Ouais. qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas, quelles sont ses limites et qu'est-ce que le 21e siècle en biologie et Ouais. en physique notamment nous propose pour répondre à ces choses-là. Après, c'est à chacun de se faire son idée. Mais par contre, le darwinisme, c'est un des piliers de notre compréhension aujourd'hui de la biologie. Et donc, effectivement, je crois que c'est dans le module sur l'hormèse
où justement l'étude historique épistémologique du darwinisme est vraiment, vraiment intéressant. Donc excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais tu fais bien de préciser tout ça. Mm. Non, ce que je voulais dire, c'est que, de mon point de vue, je crois pas qu'il y ait urgence. Mhm. Je crois que, de la même manière que le dogme a un rôle à jouer, Mm. euh, de mon point de vue aujourd'hui, la nature est tellement parfaite que s'il y a des gens qui se forment en masse à des méthodes inapplicables, Mhm. enfin du coup inexactes, Ouais. et donc applicables, puisque Ouais. tout ce qui est exact est inapplicable, Mhm. et que ça fait des dégâts à certains endroits, Mhm. eh ben je suis totalement à l'aise avec ça. Mhm. Et je me dis c'est que ça doit avoir un rôle à jouer, Ouais. et que peut-être c'est des gens qui doivent expérimenter ça dans leur vie et comprendre des choses, et peut-être parfois souffrir parce qu'ils ont fait Tout à fait. parfois à côté de la plaque. Tout à fait. Mais je me dis, mais j'accepte que ça existe et que c'est omniprésent, mais moi je veux proposer autre chose. Mais comment dire? D'un côté, un peu comme toi, je me sens un peu épris investi d'une mission, et d'un autre côté, bah, je me dis, cette mission, ce message, il pourra pas toucher tout le monde, Mhm. et c'est très bien. Alors, je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. Et je t'explique pourquoi. Parce que l'urgence dont je te parle, elle est uniquement liée à mon impatience. Parce qu'en fait, et oui, oui, non, non, mais vraiment, parce que moi, si La tu veux, mienne aussi. ah oui, mais c'est vraiment ça. L'urgence, pour moi, elle est liée à mon impatience parce que ma durée de vie est limitée. Et le constat que l'on fait, donc, et on le fait donc quand on étudie l'histoire des sciences justement dans l'académie, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes les responsables du fait que on s'empêche nous-mêmes, par nos croyances, de pouvoir avancer dans la compréhension du vivant. Nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas notre manque de compréhension aujourd'hui n'est pas lié à un manque d'informations supplémentaires, il est lié à une mauvaise compréhension de ce que nous croyons déjà savoir. Ok. D'accord? Voilà. Et donc, c'est extrêmement frustrant parce que ça veut dire que tout est là, Oui. mais nous avons une méthodologie, une inertie par rapport à certaines choses qui crée de la lenteur et que du coup, quelque chose dont nous pourrions jouir immédiatement, mais oui, Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est, regardez, mais les gens sont là, ouais, ils utilisent un jouet qui est cassé, et tu leur dis, mais ouais. votre jouet est cassé, j'ai un outil pour réparer votre Ouais, jouet, vous ouais, voulez pas ouais. voir mon... Et non, ils continuent parce qu'ils ont des croyances par rapport à ce jouet qui va faire que. Et on sait que, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont arriver à l'autre jouet, mais qui est déjà là. Ouais. Sauf que lorsque tu arrives au nouveau jouet, mais tu as un monde incroyable qui apparaît. Et moi, je veux vivre ça, en fait. Je veux vivre ça. Et tu Et veux, ma durée de vie est limitée. tu veux jouir de ça. Et Je suis veux pas... jouir de ça parce que ce qui est là est incroyable. Et on le voit déjà à l'échelle des académiciens qui comprennent, tu vois, qui m'écrivent des messages 2 mois après le cours. Ils me disent, putain, j'étais en train de cuisiner, j'ai eu un tilt, j'ai compris un truc par rapport au cours et tout ça, que ceci, que ceci. Je lui dis, mais tu vois, mais c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on le fait, c'est pour des moments comme ça. Hmm. Et ça, je voudrais que ce soit exponentiel, en fait. Je voudrais que une grande majorité puisse en profiter. Parce que plus nous serons nombreux, plus les boucles de rétroaction dont on parlait seront efficients. Hmm. Et donc après, ça devient vertueux très vite. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi. Le cerveau collectif intervient et du coup, les choses deviennent de plus en plus justes. Exactement, exactement. Donc je suis totalement avec toi, mais l'urgence dont je te parle n'est que le reflet de mon impatience par rapport à ma durée de vie limitée dans ce monde. Et tu vois, j'ai dit que je ressentais pas cette urgence. Ce que je voulais dire plutôt, c'est que je la ressens moins qu'avant. Mhm. Parce que quelque chose qui me caractérise également, c'est l'impatience. J'ai volontairement pas dit que c'était un défaut parce que parfois Oui. c'est un défaut. Ah non, non, ça l'est pas. Pour certaines choses, ça ne l'est pas. Mais eh bien, tu vois, moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'ai tendance à être plutôt patient dans mon quotidien parce que je pense vraiment que la patience est une vertu et qu'elle fait partie, et qu'elle fait vraiment partie de l'apprentissage. Parce qu'en fait, la patience met l'accent sur le cheminement et sur le chemin plutôt que sur l'arrivée. Oui, c'est vrai.
Tu vois, voilà. Et donc, je trouve que c'est une vertu. Donc, assez tôt dans ma vie, je me suis vraiment posé à essayer de travailler ça parce que je savais que ça me ferait beaucoup de bien et que j'apprendrais beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement. Et ça a été le cas. Ça a vraiment été le cas. Donc, ce n'est pas un défaut, mais par contre, parallèlement, c'est vraiment une vertu au quotidien. Mais là, par rapport à ça, si tu veux, je suis tellement passionné par la science, par le vivant, par la physique, par tout ce qui. Je suis tellement passionné que j'ai envie mais j'ai envie qu'on vive tout. En fait, j'ai envie qu'on fasse la fête, quoi. J'ai envie de vivre cette passion à fond et avec... Exactement, j'ai envie qu'on fasse la fête et qu'on jouisse de Ouais. la chance de vivre dans un monde aussi incroyable. Et alors que là, on s'emmerde s'empêche. un peu. Oui, on s'emmerde un peu, mais parce que on nous explique à longueur de journée qu'on a tout compris, qu'on sait tout, et que ce que l'on sait, il y en a que quelques experts qui l'ont compris, et que du coup, si on veut en être, en fait, il faut qu'on aille avec eux. Enfin, c'est circulé, il y a rien à voir, quoi. C'est d'une tristesse totale. Alors que la réalité pour moi, c'est complètement l'inverse. C'est complètement l'inverse. Là, l'émerveillement est vraiment pris en otage. Il est pris en otage. Et d'ailleurs, tu as dit que tu préférais que pour toi la patience c'est ce qui permet de se focaliser sur le processus plutôt que Oui, sur l'arrivée, sur l'objectif. exactement. J'ajouterais que prendre du plaisir dans le chemin, dans le processus, c'est aussi soutenir son émerveillement. Mais totalement. De toute façon, Du moment où tu te concentres sur l'objectif lointain, où tu es dans une logique de dev perso, de fixe objectif, l'émerveillement a disparu. exactement. Il n'y a plus Exactement. Parce d'émerveillement, qu'il il y n'y a, a que parce qu'il y a une attente, en fait, il y a une attente particulière. L'exemple typique, c'est tu vas dans un pays que tu vas découvrir. Tu es dans ton hôtel. Tu dois aller jusqu'au musée que tu as décidé d'aller visiter. Bon, tu as deux options. Première option, Google Maps, pour le trajet le plus court, tu y vas directement. Deuxième option, tu dégages le téléphone, tu descends à pied et tu décides de demander aux gens où se trouve le musée et d'aller jusqu'au musée comme ça. ça, quand tu t'ouvres à ça, il se passe des trucs incroyables en Mais oui, voyage. mais oui. Mais le niveau d'émerveillement dans la deuxième option, elle est complètement folle. Elle Oui, est mais c'est complètement vrai folle. Et pourquoi? Parce qu'on remet l'accent sur ce qui est le plus fondamental pour moi, et que qui est le cœur du coup de l'esprit de l'idée de l'académie, c'est le lien. C'est le lien. Le lien nous amène dans des endroits qu'on n'imaginait même pas. On s'autorise plus à se perdre aujourd'hui dans des rues, dans des villes, le dans lien des. te fait passer d'un niveau d'organisation à un autre niveau d'organisation. Exactement, Au exactement. sens Et avoir. de Joël de René et du Oui, macroscope de la c'est ça, cybernétique. sur le macroscope. Exactement, Incroyable exactement. ce livre. Moi, il m'a. Ben, bien sûr. La même année, j'ai découvert Henri Laborie et le macroscope de Joël de René. Feu d'artifice. Mais tu vois, tu sais, le prof de neurosciences dont je te parlais tout à l'heure, mais c'est lui qui m'a fait découvrir le macroscope. Donc tu vois, mais Moi, j'ai découvert ça grâce à Olivier Lafay, la méthode ok, Lafay. d'accord. Ok. Oui, Qui, mais ça fait partie des fondamentaux. oui, oui, oui. Vraiment, des socles. Putain, je voulais ajouter un truc sur ce que tu disais. Ah oui, euh, par rapport au fait de prendre son téléphone Google Maps pour trouver le chemin le plus court, euh, cette recherche d'efficacité a tué l'émerveillement. Ah, mais totalement. Mais totalement. Totalement. Parce La qu'on est. rationalisation tue l'émerveillement, parce que dans l'émerveillement, il peut y avoir un gaspillage d'énergie. Mais oui, mais Oui, mais le gaspillage. Encore une fois, le gaspillage est une perception. oui, C'est gaspillé pour qui? Pourquoi? Parce qu'on ne peut-être voit pas ce qui se joue. On ne c'est voit ça- pas ce qui se joue. c'est pour ça que je parle toujours de bien investi. Quand j'essaye de faire comprendre la subtilité de ce message à quelqu'un qui plafonne sur cette obsession de l'efficacité, je vais lui dire, écoute, faire 15 minutes de Qigong le matin, est-ce que c'est du temps perdu? Non. C'est du temps bien investi. Je le prends à son propre jeu, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ça marche extrêmement bien pour Ouais, dire aux oui. gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais Et oui. parfois, dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, tu peux le faire déjà sans trahir ton éthique Mhm. et sans les prendre à défaut eux-mêmes. Oui. C'est Oui, tout compliqué. à fait. Tout à fait. Tout à Mais fait. on a, Tout à fait. on a vite tendance à penser que dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est forcément les trahir.
Non, 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 non. Ah non, oui, oui, non, non, je suis d'accord par contre avec cette subtilité, hein. Faire attention, hein, parce que tu vois, autre chose, un autre élément, mais tu vois, donc moi je suis ostéopathe et l'un de mes professeurs me disait toujours, et à juste titre, hein, et ça c'est extrêmement éthique pour moi, il me disait qu'il faut toujours euh, aborder et traiter nos patients dans leur paradigme. Hmm. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que on est là pour les laisser enfermer dans leur monde, mais qu'il faut il faut prendre les gens là où ils sont. Faut pas prendre le pouvoir sur eux. Exactement, il faut pas prendre le pouvoir. Il faut prendre les gens là où ils sont, et c'est à nous, et non pas l'inverse, c'est à nous de nous adapter. Hmm. Et oui, et c'est souvent l'inverse qui est fait. C'est-à-dire que même tu vois, l'une des différences entre la transmission et l'enseignement, par exemple, tu vois, c'est que, sur lequel je reviens dans l'académie, c'est que dans l'enseignement, qui est donc du coup vertical et qui va que dans un sens, ce sont les élèves dont dépend la réussite. C'est-à-dire que si à la sortie de ça, ils n'ont pas réussi, ou ils n'ont pas, si tu veux, ils n'ont pas appris des choses, c'est de leur faute en fait. C'est parce qu'ils sont pas assez intelligents, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez assidus, c'est parce qu'ils n'ont rien compris, parce que gna parce que gna. C'est facile. Alors que dans la transmission, donc que je prône, qui est du coup là horizontale, c'est-à-dire qui met en avant ces boucles de rétroaction, et donc il y a une interaction permanente entre la personne qui partage et les personnes qui reçoivent, Mhm. et bien en fait, là, il y a une remise en question permanente, c'est-à-dire que si les personnes n'ont pas compris quelque chose, c'est en grande partie à cause de celui qui les a dites. Parce que il ne s'est pas adapté, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé chercher les gens là où ils étaient. Ouais. Il s'est pas mis à leur place. Il Enfin, s'est pas mis à leur place. Mais attention, parce que l'excès de ça, c'est la vulgarisation. Oui. Et ça, c'est l'excès. C'est-à-dire qu'on accepte, et pour moi, c'est inacceptable, intellectuellement et d'un point de vue éthique, de dénaturer le propos initial pour le rendre accessible. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de dire des choses, si tu veux, qui ne sont pas forcément vraies, pour les corriger par la suite. Oui. Mais par contre, de dire d'un propos quelque chose sur lui qui est faux, ça, c'est pas la même chose. Parce Ouais, que ouais. les gens se créent des images à partir de là, et comme on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense, ça crée des biais cognitifs par la suite qui vont venir dénaturer leur raisonnement et leur façon de penser les choses. Moi, je suis beaucoup tombé là-dedans quand j'avais pris la décision de faire du contenu grand public. Et Ouais, je me suis voilà. ravisé parce que je me suis dit, mais là, en fait, c'est Non, médiocre. Je suis en non, train de non. faire plus Ça, de c'est un mal. truc que je pourrais jamais faire. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, il faut, il y a un travail là moi, je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop la place de la personne qui transmet. Beaucoup trop. Parce que on a l'impression que il suffit, tu vois, d'avoir compris quelque chose pour pouvoir le transmettre ou pouvoir l'enseigner. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Et ça, on a tendance à l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, une personne semble légitime par exemple, à vendre une formation ou à transmettre quelque chose parce que lui-même a fait quelque chose là-dedans ou parce qu'il a réussi dans quelque chose. Mais attention, Peut-être qu'il n'a c'est... pas les qualités qu'il faut pour être un Mais bon enseignant. exactement, exactement. Donc ça, c'est quelque chose... Regarde la manière dont on sélectionne les médecins à la Oui, faculté. oui, oui, oui. Un bon C'est soignant, c'est quelqu'un d'empathique. C'est un empathe qui a de la finesse, qui a ouais, de l'instinct. On les sélectionne à leur capacité à apprendre par cœur. c'est ça, exactement. Et on voit ce défaut aussi dans certaines écoles aujourd'hui de santé, que ce soit de naturo, même d'ostéopathie, hein. Moi, je l'ai vu, hein. C'est-à-dire que on choisit, alors là pour le coup pour de mauvaises raisons, qui sont des raisons financières, on décide de prendre comme professeur des étudiants qui viennent tout juste d'être diplômés, soit Pour parce les qu'ils payer étaient moins. ouais, mais pour les payer moins, mais évidemment, parce que, mais évidemment. Mais parce qu'ils étaient soit majors, soit, tu vois, dans les premiers, et donc on considère qu'ils sont les plus aptes. Mais en fait, ce qu'on transmet, surtout dans le domaine du vivant, ce n'est pas ce qu'on a compris des cours, c'est ce qu'on en a assimilé. Et l'assimilation, ça vient par l'expérience, c'est-à-dire la connaissance. Et ça, tu ne l'as pas quand tu sors des cours. Tu le développes au fur et à mesure de la pratique pendant des années. Et c'est pour ça qu'on devrait être beaucoup plus gratifiant avec les anciens. Parce que c'est eux qui ont la connaissance.
Je me méfie de ça quand même. C'est-à-dire? Pour moi, l'ancienneté est un facteur important auquel il faut accorder un coefficient important. Mhm. Euh, L'intelligence en est un, la sensibilité en est un, euh, l'éthique en est un. Donc en fait, il y a tout un tas de facteurs. Mhm. Ouais. Évidemment, l'ancienneté en est un. Là où ça dérive pour moi, c'est quand on érige le facteur ancienneté comme le, le plus important, voire le seul facteur. Ah, non. Non. Et ça, Mais c'est par un contre, peu les affres de l'académie en France, tu vois. ah ouais, mais par contre, tu peux pas l'isoler. Tu peux Non, pas l'isoler. Mais non. par contre, si tu veux, l'ancienneté a une vertu que n'a pas justement la jeunesse, Ouais. c'est la temporalité, La tempérance. dans lequel, du coup, tu as pu interagir. Mais par contre, si effectivement, en amont, toi-même, tu as été, d'un point de vue éthique et d'un point de vue intellectuel, honnête, c'est-à-dire que si tu t'es toi-même remis en question, parce que sinon, si tu t'es enfermé dans un dogme dès l'âge de tes 20 ans et que tu ne l'as pas quitté, là, forcément, on va se retrouver dans une situation. Mais normalement, plus tu vis longtemps, plus tu es confronté, c'est-à-dire tu te prends des gifles de plus en plus souvent par rapport à tes dogmes. Donc soit tu tiens en serrant les dents, soit au bout d'un moment tu es obligé de te remettre en question. Et ça fait partie de l'apprentissage. Et quelqu'un qui a vécu plus longtemps a été beaucoup plus en contact avec ce phénomène d'apprentissage que quelqu'un qui sort tout juste de l'école. C'est surtout Pour ça. moi, pour moi, c'est vrai dans un système vivant et donc dans un système économique libéral. Et c'est de moins en moins vrai dans un système comme la France qui est complètement sclérosé, Oui. mort, et qui est un espèce de maillage de connivence. Où là, en Alors fait, ça, on est totalement l'importance de d'accord. l'ancienneté est en partie détruite, tu vois. Mais pour le coup, pour de mauvaises raisons. On le voit, quand on décortique le mécanisme des institutions en France, on voit que ce sont des questions de pouvoir, des questions d'ego, qui ont mis, mais qui du coup n'ont plus du tout mis le savoir, la connaissance, la vérité, la science, dans le sens de Bachelard, au devant. Tu vois, Mhm. donc c'est pour ça. Et dans ce sens-là, je suis Ouais, totalement d'accord avec toi. ouais, ouais, ouais. Ouais. Bon, je Je suis pense qu'on d'accord. arrive au bout de notre long échange. Ouais, passionnant, passionnant, vraiment passionnant. Euh, je suis très très chaud de refaire ça sur la thématique du dogme. Écoute, moi je te redonne rendez-vous très rapidement. On en parle, on va faire ça rapidement. Mais on peut faire le deuxième chapitre du coup et on rebondira sur tout ce qu'on a dit là Ouais. pour approfondir du coup l'aspect, l'approche du dogmatisme. Parce que ce qui est très intéressant, et là je te fais juste une introduction en 2 secondes, hein, et la raison pour laquelle je souhaite traiter ça, et qui font partie du coup vraiment des sujets qu'on traite dans l'académie, dont on en parle, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens se cachent derrière le dogmatisme. C'est-à-dire que ils disent J'en fais partie. exactement, moi, le dogmatisme, pas du tout. Et pourtant, ce sont les premiers à être fermés dans d'autres dogmes. Et donc, c'est de comprendre, là aussi, il y a une prise de pouvoir qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on brandit un peu la notion de dogmatisme, en disant non, non, moi, il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas d'ego, tout ça. Et puis derrière, boum, tu tombes sur un mur. Alors, non, moi je le dis, le dogmatisme est parfois un refuge pour moi, et le fait d'avoir du pouvoir sur autrui me fait plaisir, oui, bah c'est comme ça. Voilà. Et ça, C'est ma part d'animal que j'ai parfois. je trouve très intéressant, tu vois, de pouvoir parler des choses. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi, parce que comme la discussion qu'on a vue l'année dernière, je sens qu'on peut vraiment parler des choses sans avoir de conflit d'intérêt, tu vois, et une espèce de tabou dans les choses. Et je pense que ces sujets-là Mm. méritent qu'on mette vraiment le pied dedans et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Donc je Totalement. t'invite, et j'invite du coup nos auditeurs aussi à nous rejoindre pour cette suite, pour lequel donc on traitera du dogmatisme et de tout ce qu'il recouvre. Ça en fait des choses. Bah Ça en avec fait des plaisir. choses. Allez, on se fait ça bientôt. Ouais. Ah, super. Mais en tout cas, Mais- j'espère que ça vous aura plu, ce petit échange d'aujourd'hui. Ouais. Vous nous direz en commentaire, et puis encore une fois, merci à toi de la proposition, c'était très bien vu. Mais merci à toi d'avoir été là avec de m'avoir accompagné dans cet échange. Moi, j'apprécie toujours autant, hein, de pouvoir parler autant du fond que de la forme.
Merci beaucoup à toi. À très vite. Merci à tous.